l'idée de tricher sur le travail est naturelle, et elle vient de ceci, que nous inventons des machines et en usons bien avant de les comprendre tout à fait. Quand je tire sur la corde d'une poulie simple pour faire monter un sac de blé jusqu'au grenier, je ne gagne rien, si ce n'est que mes bras et mon corps travaillent plus commodément à tirer de haut en bas qu'à tirer de bas en haut. Représentez-vous l'homme penché hors de la lucarne, mal équilibré, toujours menacé de chute, et gagnant main sur main. Si au contraire je tire d'en bas, il me semble que le poids même de mon corps travaille pour moi. Toutefois, il n'en est rien. Mon corps n'enlève le sac que si j'élève mon corps le long de la corde. Je ne cesse de grimper, et c'est le sac qui grimpe. Tous mes muscles me disent qu'ainsi je travaille moins pour un même résultat. Mais le calculateur secoue la tête et dit non, car il cherche ce qui pourrait bien travailler pour l'homme. Et certes, ce n'est pas le sac, ni la poulie. Le travail nécessaire pour élever le sac se compte à la fois en kilogrammes et en mètres. On n'en peut rien rabattre. Et, dans le moment qu'il pense que c'est quelque chose d'avoir gagné sur la crampe et le vertige, et que c'est tout gagné, le calculateur aperçoit la poulie, qui certes ne s'est pas faite toute seule. Il y a ici, se dit-il, un forgeron invisible qui tire aussi sur la corde. Le moufle est, comme on sait, une poulie montée à l'envers. Un bout de la corde est fixe. Je tire sur l'autre bout et je fais monter la poulie, à l'axe de laquelle le sac est maintenant accroché. Cette autre machine remplit d'aise celui qui tire, car, par la loi des leviers, qui trouve ici son application, tout se passe comme si j'élevais un sac à moitié moins lourd. Avouons que je gagne sur le travail, mais point du tout, car si je tire 1 mètre de corde, le sac n'a monté que d'1 demi-mètre. Tout compte fait, j'élève un poids moitié moindre sur une longueur double. Je gagne sur les kilogrammes, je perds sur les mètres. Toutefois, le muscle ne cesse de dire le contraire, et le muscle est bien éloquent. Aussi s'est-il toujours trouvé des inventeurs mal instruits, ou bien soumis à la riante imagination plutôt qu'au sévère entendement, et qui ont cherché quelques combinaisons de leviers, poulies, engrenages, qui donneraient au résultat plus de travail que l'homme ne lui en fournit. Par exemple, me disait l'un d'eux, si on élevait tout doucement une grande masse d'eau et si on la laissait tomber tout d'un coup, on aurait plus de travail au choc qu'au levier de la pompe. Et en effet, l'imagination, qui voit qu'une pierre tombant de 10 mètres écrase un homme, n'arrive pas à reconnaître dans cette violence si supérieure à l'homme la somme des longs efforts exercés sur une manivelle, pour élever cette pierre au niveau d'où elle est tombée. Comptez pourtant les kilogrammes et les mètres, vous retrouverez votre équation. Et d'où viendrait un supplément d'énergie? La pierre est inerte, elle rend ce qu'on lui donne, et même elle rend moins, car il faut compter les frottements, et encore une fois le travail du forgeron qui a fait la manivelle et les engrenages. Ce qui m'intéresse, dans ces exemples si simples et si bien connus, ce n'est pas tant la belle loi d'équivalence qu'une sorte de loi d'illusion qui a trompé tant de chercheurs naïfs. Jules Verne faisait marcher son Nautilus par des piles, et, ajoutait-il, grâce à un système de levier qui multipliait la force sans diminuer la vitesse. Cela plaît. Le miracle plaît. D'où je soupçonne qu'en notre machinisme compliqué, nous n'aimons pas à faire les comptes du travail. Tout est brouillé par le charbon et le pétrole, qui sont comme des ressorts que nous trouvons tout tendus. L'ouvrier n'a plus qu'un petit geste à faire. La locomotive démarre, l'avion bondit. Toutefois, il est évident que ces mécaniques ne se font point seules. Il est évident que charbon et pétrole ne sont pas sous notre main. Le muscle ouvrier tire sur l'avion. J'admets qu'on gagne sur le travail, par l'explosif, qui n'est pas tout fabriqué. Toutefois, par cette illusion que je disais, nous arrivons bien aisément à ne plus compter le travail du muscle ouvrier. Et c'est par là que nous arrivons à chercher la vitesse comme une victoire qui ne coûte rien. Or, ici, le calculateur a encore son mot à dire, car il sait et il peut prouver qu'un même transport à vitesse double coûte 4 fois plus de travail, et ce supplément de travail est perdu dans le résultat. La pierre suspendue ne développera pas plus d'énergie à la chute si elle a été élevée à toute vitesse. Et puisque le muscle y prend toujours part, ne perd-il pas sur son salaire,
qui est le résultat dès que la vitesse est prise pour fin. Je comprends que celui qui est dans l'auto ne pense pas à ces choses, mais celui qui pousse l'auto